Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Super Show. Cette semaine, les gars, évidemment, vous les connaissez, Benoît, André. Salut. Bonjour. On va parler d'huile. Un sujet glissant. Oui, tout à fait. Compliqué. Un sujet lubrifié. Oui, lubrifié. Hein? Non, un sujet important parce qu'aujourd'hui, c'est plus comme il y a une certaine époque où on mettait de la 5,30 l'été, de la 10,30 l'hiver, puis c'était pas plus compliqué que ça. C'est extrêmement compliqué. C'est rendu au-delà de ce que tout le monde pense, même dans l'industrie. Puis malheureusement, les dommages surviennent toujours après la garantie quand on n'a pas suivi les bonnes spécifications là-dedans. Oh oui, puis je veux dire, l'huile qu'on va mettre dans un véhicule et l'importance de respecter les échéances d'entretien. Et de plus en plus, je parlais d'importance, c'est de plus en plus important de le faire. Avant, la règle était très élastique, puis on pouvait jouer avec ça un peu. Mais puis avant, tu avais presque juste de la minérale. Donc, la règle de base, tu as changé ça aux 5000 km. Il n'avait pas de règle, en fait. C'est ça. Mais là, maintenant, tu as de la synthétique. Puis je pense que la synthétique devient la norme de plus en plus partout. Il y a très peu de compagnies qui recommandent encore de la minérale, même s'il y a encore des gens qui pensent que la minérale est mieux. Là. Moi, en tout cas, on va avoir un spécialiste pour vous en parler, mais moi, je suis à synthétique depuis 20 ans sur mes autos. Puis même, je vous dis, il y a très longtemps, dans les années 88, je faisais motoneige dans le Nord, puis j'utilisais une marque d'huile synthétique que je faisais venir des États-Unis pour la nommer Amsoy. Parce qu'à moins 35, ton véhicule, là, c'est que tu restais là ou tu démarrais déjà dans le temps. C'était ça la différence. C'était ça la première différence. L'huile devenait de la mélasse, là, littéralement. Absolument. Puis aujourd'hui, bien, c'est rendu applicatif. Autrement dit, année, modèle, moteur, c'est plus rien que le grade, c'est les specs. Donc, il faut respecter les specs. Oui, puis il y a des chartes, là, littéralement. Absolument, absolument. C'est comme un set de freins. Bien, telle année modèle, les freins, c'est ça. Bien, l'huile, c'est telle année modèle. Tu as l'amendement du GDI qui rentre dans la ligne de compte, les turbos. On ne peut plus jouer avec ça. Puis le véhicule de cette semaine, parce que cette semaine, derrière nous, vous l'avez constaté, ce qu'on a, c'est un Kia Telluride 2020. Bien, je trouve ça intéressant qu'on a un produit Kia parce que justement, récemment, il y a une dame qui voulait lancer un recours collectif contre Kia parce qu'elle a réalisé que le véhicule qu'elle conduit tous les jours, je pense que c'est une Rio 2013. Dans son manuel d'entretien, on mentionne de faire les vidanges d'huile aux 6 mois ou aux 12 000, 10 000 ou 12 000 km. Là, je ne me souviens pas des chiffres exacts. Et elle le faisait aux 6 000 sous recommandation de son concessionnaire. Et là, ce qu'elle voudrait, elle, c'est se faire rembourser les vidanges d'huile qu'elle aurait fait en trop parce qu'elle considère que ce qui est écrit dans le manuel du propriétaire, c'est la norme minimale à respecter, puis qu'elle a jeté de l'argent par les fenêtres en faisant ses vidanges d'huile 2 fois plus souvent que ce qui est écrit dans son livre. Le concessionnaire, évidemment, lui a répondu: bien, vous savez, madame, on est dans des conditions sévères au Québec. C'est pourquoi on vous demande de faire vos vidanges d'huile de façon plus rapprochée que dans un cadre minimal comme ce qui est indiqué dans le manuel du propriétaire. Et moi, personnellement, j'ai pas le choix de donner raison au concessionnaire parce qu'ici, au Québec, on est dans des conditions sévères tout le temps. Mais moi, j'ai hâte de voir ce que va donner ce recours collectif-là parce que ça pourrait faire jurisprudence pour un paquet d'autres constructeurs qui émettent des normes. Puis, de plus en plus, dans les livres, dans les manuels du propriétaire, on l'indique, il va y avoir la norme minimale et la norme de conditions sévères pour que le constructeur se protège. Mais évidemment, les concessionnaires aiment beaucoup profiter du fait qu'on est dans des conditions sévères, c'est plus payant pour eux. Évidemment, puis il y a une partie du chiffre d'affaires des concessionnaires qui vient du service, qui vient de l'après-marché, puis tout ça, pas de l'après-marché, mais c'est-à-dire de l'après-vente. Donc, pour faire un suivi au niveau de la clientèle, puis dépendamment des constructeurs, les chiffres ne sont pas les mêmes, les pourcentages vont varier. Donc, on va vous appeler moi, je pense souvent. Je pense à Mazda qui, il y a 2 ans à peine, faisait venir son client chaque 4 mois pour des vidanges d'huile. Mais on l'a fait pendant 1 an ou 2, puis on est revenu à 6 mois. Là, moi, je trouvais ça limite abusif. Je peux te dire qu'au magasin, ils rendent des gens régulièrement pour des controverses à ce sujet-là. Parce qu'ils disent, on a le manuel du propriétaire, on a celui du concessionnaire. Mais dans l'ensemble, là, ça ne sera pas clair l'histoire parce que ça dépend quelle sorte de filtre tu mets. Puis dans les ça normes, dépend aussi de quel genre de conduite on a. Puis dans les sortes d'huile, là, même dans la synthétique, il y a des qualités aussi là-dedans. Oui, absolument. Fait qu'on a des grades, des spécifications et des qualités. Fait que où est la barre? Ça va être dur de trancher parce que demande à quelqu'un, généralement, d'un place, peu importe concessionnaire après marché,
si les gens demanderaient plus souvent quelle sorte d'huile va être inclus dans le véhicule, on aurait peut-être des meilleurs rendements, mais les gens ne parlent pas de ça. Ils vont vérifier pour un changement d'huile à 59,95. Mais on comprend. Ça, effectivement. Écoute, puis ce qui me fait rire, c'est que si on revient à Kia, chez Kia, encore aujourd'hui, en 2019, en 2020, c'est la même chose du côté de Hyundai parce que c'est les mêmes mécaniques. Exact. Il y a des véhicules qui roulent à la synthétique comme le Telluride qui est derrière nous. C'est de la 530 synthétique qu'il y a là-dedans. Mais dans certains modèles, comme les Lantra, par exemple, on roule encore à l'huile minérale. Ouais. Alors, comment ça se fait qu'en 2020, 2019, on a encore de l'huile minérale recommandée pour un véhicule comme celui-là? Et des fois, tu vas te présenter chez le concessionnaire, ils vont t'offrir l'option de l'huile synthétique à prix plus élevé, mais ils vont quand même te mettre le filtre de base qui va avec l'huile minérale. Puis que là, ça marche pas. Des temps de vie. Ça marche pas, non, ça, là. Ça marche pas. Pourquoi qu'un BM peut faire un énorme millage? Les Européens sont nettement en avance sur. Mais crois-tu à ça, toi, des vidanges d'huile aux 24 000 km? Bien, premièrement, c'est dangereux. Hein? Tu n'as pas vérifié ton huile. Puis on sait que, une petite bête de même qu'on raconte, quand ton huile te manque 1 litre d'huile, savais-tu que le taux de concentration des contaminants est nettement plus élevé? Ben oui, tu as moins d'huile. Hein, c'est pas compliqué, la réflexion. Fait qu'on vérifie l'huile. Il y a tout un ensemble de choses là-dedans. Mais aujourd'hui, c'est ça qu'on va reconnaître les vraies valeurs puis enseigner aux gens comment reconnaître les vrais produits là-dedans. Bien, tu vas être d'accord, par exemple, que quand il manque une pinte d'huile dans un Chevrolet Silverado, c'est peut-être un peu moins grave que quand il manque une pinte d'huile dans une Smart. Probablement. Parce que t'as plus d'huile dans ta Smart. Parce qu'une pinte, ça veut dire qu'il reste à peu près une pinte et demie dans Smart. Là. C'est pour ça que les diesels ont des meilleures contenances d'huile. Oui. Mais juste donner une image, fait que quand tu as 4 litres, 5 litres d'huile, puis qu'il t'en manque, là, où souvent on a vu des moteurs consommer un petit peu, puis les gens ne veulent jamais le dire, mais il y a des problèmes qui se rattachent à ça. Rapidement, André, est-ce que l'industrie s'est adaptée aux technologies que les constructeurs automobiles ont fait en termes d'évolution des mécaniques pour qu'il y ait une huile qui est efficace, qui soit conséquente, ou c'est l'inverse? Moi, je dirais, premièrement, le développement des technologies se font étroitement avec les compagnies d'huile, premièrement. Fait que c'est pas compliqué. L'huile, les compagnies suivent le marché, puis je dirais même que dans certains points, ils sont en avant du marché. Ils sont puissantes. Ils font des recherches et développements. Écoutez, ils ne peuvent pas développer de moteur sans parler aux compagnies d'huile. Peu importe une traction, n'importe quoi. Ça prend un lubrifiant qui va être à la hauteur des technologies mécaniques qu'on a développées. Tu parles de taux de compression super élevé, d'injection directe de carburant. Chaleur, turbo. Puis en plus, nos gens du marché, nos compagnies d'huile nationales ou mondiales qu'on a, ils ont des représentants, là, c'est de la haute pointe de technologie, puis ils savent ce dont ils parlent. Mais le message ne se transmet pas jusqu'à la base ou au consommateur. Mais c'est des gens formés, je le dis, c'est incroyable. Bien, on va retrouver Stéphane tout de suite après, qui va nous en dire beaucoup plus sur le monde des huiles. C'est très complexe, puis on va le découvrir, ce ne sera pas long. Bonjour, bienvenue à la chronique de Pièces Autosport. Cette semaine, je vous présente Stéphane Guettard de la compagnie Valvoline, représentant et aussi formateur. Salut André. Bonjour Stéphane. Là, on touche un sujet glissant et compliqué. Parle-nous des huiles à moteur. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur d'un moteur? Bien, à la base, ça lubrifie les pièces en mouvement. Ça réduit la température d'opération, puis ça va contrôler le niveau d'oxydation, protéger contre la rouille et la corrosion. OK. Auparavant, un Chevrolet 350, 200 forces de moteur, les huiles, c'était pas compliqué. C'est simple. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce temps-là? Peut-être 2 grades. On avait 5,30, 10,30. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de grades qu'avant. On a des 0,20, 0,16. Donc, ça nous apporte à avoir des développements technologiques au niveau de l'huile pour suivre les développements de moteurs aujourd'hui. OK. Là, on parle d'un nouveau moteur. Tu me dis que c'est devenu très technologique, l'injection directe, les turbos. Qu'est-ce que ça fait pour vous autres, les compagnies? Bien, il faut comprendre le développement des moteurs, qu'est-ce qui s'est produit. Donc, autrefois, les anciens moteurs, on avait de l'essence qui nettoyait la valve d'admission. Donc, l'injecteur était en amont de la valve. Aujourd'hui, les nouveaux moteurs, l'injection est après la valve. Donc, on injecte directement dans le système. Pour bien comprendre, c'est tous les anciens systèmes d'injection à carburateur ou injection conventionnelle. Il y avait un effet nettoyant. Mais toutes les directes injections ne l'ont plus du tout. C'est ça que tu veux dire? Non, à part des nouveautés 2019, ils sortent des double émissions d'essence, on a injection directe et injection par port.
pour régler le phénomène d'injection directe. Comme un 3.5 EcoBoost, exactement. Oui, c'est un exemple. Mais il y a beaucoup de moteurs aujourd'hui sur le marché avec le problème d'injection directe. Mais là, tu me parlais d'un problème technologique qui avait un nom technique, LSPI. Parle-nous de ça. Bien, LSPI, c'est ce qu'on a découvert dans nos recherches et développements. Les compagnies sont poussées aujourd'hui à faire leur propre recherche et développement. Donc, on a un laboratoire de recherche avec des moteurs qui roulent constamment. Exemple, on a des EcoBoost en ce moment dans nos laboratoires, on a des Pentastar, on a des moteurs 3.6 GM. Et on a découvert avec ces tests-là qu'il y a beaucoup d'accumulation au niveau de la valve d'émission. Et LSPI est le résultat de ces dépôts-là. Ces dépôts-là s'accumulent tellement dans le moteur, à un moment donné, avec la chaleur, la température, il y a une explosion qui se forme quand ce n'est pas le temps. C'est une espèce de préignition ou anti-détonnement qui fait que le piston peut avoir des problématiques dans le futur ou de crainte. Oui, donc préignition aborigène. Autrement dit, il y a une explosion avant que le piston s'aille rendu en haut. Effectivement, ce qui peut causer des troubles mécaniques. OK. Là, on va parler d'une situation que les gens ont de la misère à comprendre. Homologuer, approuver, où on en vient avec tout ça? Bien, l'important, c'est de s'assurer d'avoir une huile qui est approuvée pour le véhicule qu'on a. GF5 nord-américain, ce n'est pas un problème. Toutes les huiles qui sont SN GF5 rencontrent les normes de voitures nord-américaines. Dexos GM, on parle d'une huile qu'il faut être approuvée Dexos 1 de GM. Okay. Dexos 1, génération 2, en fait, aujourd'hui. Oui, dans le style européen, on parle des huiles européennes avec des homologations spécifiques par manufacturier. Donc, on a des homologations chez Mercedes-Benz, 229.51, 229.5, pour en nommer quelques-uns, Volkswagen, BMW. Alors, ils ont chacun leurs approbations qu'on doit rencontrer ou être approuvés par eux, par les manufacturiers. Là, tu me parles d'approuver homologation de normes, mais là, il y a des grades et des normes. Ça devient compliqué, là. Oui. Explique-nous ça un petit peu. Bien, ce que tu disais tantôt, c'est quoi la différence entre approbation et recommandé? Donc, il y a certains produits qui sont recommandés. Ça, c'est un manufacturier d'huile qui va dire on peut utiliser cette huile-là dans ce véhicule-là. Ils font leur recherche maison. Approuvé, c'est quand le manufacturier va faire passer nos tests d'huile chez le manufacturier pour être approuvé par ce manufacturier-là. Donc, exemple, on envoie nos huiles chez Audi, on fait faire les tests par Audi. Ils vont nous accréditer l'approbation pour leur véhicule. Autrement dit, il n'y a pas juste une 530 pour un véhicule, il y a plusieurs 530 avec différentes homologations. Absolument. On a à peu près 5 sortes de 530 européennes en ce moment sur le marché. Là, maintenant, c'est compliqué pour les ateliers, de plus en plus à cause des variétés d'huile. Il y avait des réservoirs qui contenaient un compartiment, 2 compartiments. Je pense que ça s'en vient un petit peu vers la fin parce qu'il y a tellement de grades et de sortes d'huile qu'on ne peut plus avoir des compartiments ou des 45 gallons. Ouais. Explique-nous qu'est-ce que vous avez fait à la base comme début, comme le fameux 5 litres. Bien, à moins qu'on ait un concessionnaire automobile, qu'on a la place pour avoir 10 réservoirs en atelier. Ce n'est pas le cas dans un atelier 4-5 portes de garage. Donc, on apporte des solutions pour ces ateliers-là pour pouvoir offrir à un consommateur l'huile qu'ils ont besoin pour le véhicule. Donc, tu sais, autrefois, on avait deux grades d'huile. On parlait tantôt 5,30, 5,20 ou 10,30 peut-être. 10,30, c'est pas mal disparu. Donc, ça nous apporte à faire ces changements-là. Juste 2 grades de vrac ne peut pas répondre aux besoins du consommateur. Ce qu'on a apporté, c'est différents types de réservoirs ou de produits. Exemple, dans le 5 litres, on a développé tous les produits dans les 5 litres, ce qu'on appelle Easy Pour aujourd'hui. Facile à vider, oui. Oui, facile à verser, un bec verseur, un bouchon refermable, une poignée centralisée, tout pour aider l'atelier à faire un changement d'huile plus propre, sans éclaboussure. Mais vous avez quelque chose de meilleur que ça pour l'atelier à plus grand volume. Oui. Ce qu'on appelle le Bay-Box. Explique-nous ça. L'Advanced Bay-Box, les Bay-Box avancés, c'est une boîte de carton qu'on a ici à votre droite avec un pichet verseur et ça vient dans un rack au complet pour pouvoir offrir un choix qu'on a besoin dans un atelier. Ce qui est intéressant ici, c'est que sur le même pied carré qu'un baril de 208 litres, alors un produit, avec l'Advanced Bay-Box, on peut avoir 8 produits différents. Ça veut dire qu'à l'intérieur même de l'atelier, ça fait une belle présentation et ça prouve la sorte d'huile qu'on met dans le moteur. Oui, c'est professionnel. Là, advenant que je n'ai pas fait mes changements d'huile dans les temps ou que j'ai une espèce de contamination à l'intérieur du moteur, vous avez un produit qu'on peut utiliser. Oui, ce qui se passe, qu'on a réalisé qu'il y a des problèmes d'accumulation de dépôts que je parlais tantôt, mais ça se passe aussi dans le haut du moteur. Là, on parle de cam variable. Il y a ce qu'on appelle
déphaseur de cam. Oui. Et il y a un petit screen après ça, il y a une sonde. Et quand cette sonde-là, elle vient colmater avec les vernis, les cambouis, on risque d'avoir des codes moteurs, on risque d'avoir des cams variables qui ne fonctionnent plus comme il faut. Tu perds ton économie d'essence aussi. Économie d'essence, bruit de moteur qui ne fonctionne pas bien. Alors, on doit décontaminer, enlever ces dépôts-là. Et ça prend des contaminants. Fait que je pense qu'on a fait un tour complet pour l'atelier. On vient de prouver que les compagnies d'après-marché, les multinationales peuvent répondre à toutes les normes. Chaque véhicule a sa spécification dans le manuel. Vous avez des recommandations. Donc, il est impossible de ne pas faire le travail recommandé du manufacturier. Absolument. Si on fait affaire avec une compagnie nationale, les marques nationales connues, vous ne vous trompez pas. Donc, en magasin, chez Pièces Auto Super, on a toutes les marques d'huile nationales et disponibles sur le site pasuper.com. Savez-vous que 75 des gens sont préoccupés la nuit par leur visibilité? Chose à savoir très importante, beaucoup de véhicules neufs, selon la gamme de véhicules que vous achetez, ne sont pas munis de lumière ODEL. Chez Pièces Auto Super, on a plusieurs gammes en magasin. On a Eurovision à 100 ODX à 150 et des Philips à 200 valable aussi pour l'intérieur du véhicule. Donc, disponible en magasin ou sur le site pasuper.com. Notre véhicule à l'essai cette semaine, c'est le Kia Telluride. En fait, on ramène du côté de Kia un VUS pleine grandeur. Telluride, c'est un centre de villégiature au Colorado, pour ceux qui se demandaient ce que c'était. Ça va venir concurrencer des modèles qui sont déjà établis, comme le Ford Explorer, le Honda Pilot, le Traverse du côté de Chevrolet, donc des modèles où on a 7 ou 8 passagers. C'est tout nouveau pour 2020. Moteur V6 3,8 litres, assez intéressant. À cette heure que tout baigne dans l'huile, oui. Hein? N'est-ce pas extraordinaire? Oui, Benoît, une petite nouvelle pour les gens d'Oakville. Encore une mauvaise nouvelle pour l'industrie automobile canadienne. Exact. En fait, on a annoncé la fin de la production du Ford Flex qui se fait cette semaine. Oui, Lincoln MKT. Il y avait déjà eu l'an dernier... Ça se faisait encore, ça? Ça se faisait encore. Bien, on s'entend que le MKT, c'est beaucoup pour les flottes, les limousines, les taxis d'aéroport. On avait déjà ralenti la cadence de production. L'an dernier, on a fait 200 mises à pied parce que ça se vendait moins. Et là, on a décidé qu'il ne se vendait plus. Donc, il a fait 450 autres mises à pied. Fait que c'est 650. Bon, il y a 4500 employés à Oakville. L'usine ne ferme pas. Sauf que, évidemment, Ford... les travailleurs de là-bas cherchent à amener un autre véhicule du côté d'Oakville. Puis on n'a pas de confirmation sur ce qui pourrait venir dans l'avenir. Parce voilà. que pour l'instant, on fabrique le Edge puis le Lincoln Nautilus. Oui. Mais il n'y a pas d'autres produits à part ça. Il n'y a pas d'autres produits. Puis là, on est en grande mouvance du côté de chez Ford. Là, on le sait, ils en avaient à peu près, bien pas à peu près, presque toutes les autos à part la Mustang. Ouais. On est en train d'électrifier, on est à refaire des usines. Donc, on est en train de remanier. Fait que j'ai l'impression qu'on va essayer d'attraper la balle au bon puis de dire, OK, hop, peut-être que tel pourrait venir chez nous. On sait que l'usine est quand même relativement récente. C'est pas une très vieille usine. Et réputée. Donc, on pourrait probablement réoutiller pour ramasser quelque chose. Ça sera évidemment aux gens d'Oakville de travailler fort auprès de Ford du côté de Dearborn pour les convaincre de venir faire un autre modèle chez nous. Il ne faut pas oublier que Ford a fermé une usine à Saint-Thomas il y a quelques années aussi où on fabriquait la Crown Victoria. Oui, exact. Fait que ça aussi, ça a fait mal. Fait que Ford, l'Ontario... Bien, l'Ontario, on sait que GM, Oshawa va fermer. Fait que là, on n'a plus, je dirais, le poids qu'on avait au point de vue automobile. L'industrie automobile canadienne en prend pour son rhume. Puis ironiquement, c'est les Japonais qui sont en expansion. Ben oui. Puis on va parler de véhicules japonais parce que moi, le véhicule que j'ai conduit cette semaine, c'est la Toyota Camry. Mais dans sa version la plus traditionnelle, c'est-à-dire 4 cylindres à essence, sans hybridation. La Camry beige, là. Elle était blanche, XLE, bien équipée, tout ce que tu voudras. Le premier reproche que j'y fais, c'est que les sièges sont beaucoup trop courts. J'ai vraiment l'impression que les sièges ont été dessinés par un Japonais de 4 pieds 10. Pour un Japonais de 4 pieds 10. Voilà. mais sinon, ce qui m'a vraiment déçu, c'est le rendement mécanique. Quand tu as conduit l'hybride, et que tu te rends compte à quel point le couple de l'électrification de ce véhicule-là est intéressant, que la voiture est plus silencieuse, plus puissante et drôlement moins gourmande, et qu'elle ne coûte qu'à peine 2000 $ de plus qu'une Camry régulière, tu te demandes pourquoi ils fabriquent aussi... Mais as-tu remarqué comment on a poussé dans l'hybridation du côté de chez Toyota, mais pas dans les moteurs conventionnels à essence? On dirait qu'on est resté bloqué il y a 15 ans.
Parce que tu as encore des moteurs, tu as encore les 2.5, les 1.8, des moteurs qui avaient il y a des lunes. Ben, le V6 3.5, c'est encore la même chose. Un autre exemple. Puis le V6 va bien dans Camry, là, on s'entend, mais il n'y a plus de marché pour ça. Non. Mais le 4 cylindres à essence, j'ai été vraiment déçu, d'autant plus, un peu comme avec le RAV4 à essence d'ailleurs, il est bruyant ce moteur-là. Ben oui, il est très bruyant. C'est des vieux moteurs qui sont fiables au demeurant. C'est probablement pour ça qu'on les garde du côté de Toyota. Ça, Stéphane, tu peux mettre de la 10-30 là-dedans, faire 500 000 km, ça ne brisera pas. C'est pas grave. Tu peux étirer tes changements d'huile, d'après moi, il va toffer. Mais c'est vrai que Toyota a des bons moteurs. C'est des super bons moteurs, mais j'étais bien déçu du rendement. Puis ça m'a juste confirmé un truc. Si j'avais une Camry à m'acheter demain matin, c'est sûr que j'irai à l'hybride sans aucune hésitation. Conseil à tout le monde. Vendu le l'hybride, message est passé. Autrement dit, La parce consommation? j'ai roulé à du 8,2 litres. Bon. Mi-ville, mi-route, correct. Oui, mais c'est l'hybride, dans la tu bonne roules dans le 5,5-6. Ouais. Puis ça va mieux. Fait Un que gros format, c'est bon. ça a du bon sens. Moi, j'avais le cousin de celui-là. Moi, j'avais le Palisade. Le Hyundai, en fait. Puis Hyundai aussi est revenu dans le marché des gros véhicules utilitaires. Rappelez-vous, le Veracruz, qui était le dernier en liste, qu'on a abandonné il y a quelques années. Puis quand je dis cousin, on pourrait l'appeler son frère, là, parce que châssis, transmission, moteur, on est à la même place. C'est juste que 200 livres de plus de chrome sur le Hyundai, puis c'est ce qui l'enlaidit un peu plus. Bien, c'est ça. Mais le rendement est fort intéressant. Ce qui est surprenant, c'est que c'est un gros véhicule. Puis sur l'autoroute, là, 10.2. Puis à 100, à 110, à 120, il n'y a pas de différence. On roule. J'ai roulé 5000 km dans un Telluride comme celui-là. Puis j'ai eu une moyenne à 10 litres au 100 sans faire attention. Puis super silencieux, beaucoup d'équipements pour le prix. Écoutez, j'avais le modèle, le moteur est unique, c'est un 3.8 pour tout le monde, 291 chevaux. Mais moi, j'avais le modèle le plus équipé à 54 000. Ultimate, puis t'en mets à terre. Là. Fait qu'il y a beaucoup d'Américains de luxe. Je parle de Lincoln, je parle pas Buick, mais Buick ou Cadillac. Beaucoup plus cher que ça, puis honnêtement, je courrais après lui en premier. Là, mais moi, je choisirais le Kia avant l'Hyundai, ne serait-ce que pour son look. Bon, le style, parce que pour le reste, franchement, on a affaire au même Mais dans ces deux modèles-là, à qui ils vont voler le plus de marché, vous pensez? D'après moi, ils vont aller chercher de la clientèle des Japonais. Actuellement, les Japonais, les acheteurs de Pathfinder, de Honda Pilot, de Toyota Highlander. Parce qu'on est dans ces prix-là, puis on a plus d'équipements à prix égal. Puis on a des garanties 5 ans, meilleure garantie, absolument. On va aller faire mal. Ils vont bousculer. Honda avec le Pilot, qui est un excellent véhicule au demeurant, j'enlève rien. Mais après, là, il commence à se faire vieux. C'est ça. Tranquillement. Il va falloir qu'il nous amène quelque chose. Sauf qu'un Pilot, l'avantage, c'est que c'est encore un peu moins gourmand que ça. Oui. Ça reste mais un peu c'est moins gourmand. vraiment la seule affaire. Peut-être parce que pour le reste, franchement, non. C'est un excellent véhicule. Tu as 45 secondes pour me parler d'un autre énième rappel de chez RAM. En fait, RAM a fait un rappel qui est assez simple. On a découvert des failles microscopiques au niveau des gaz d'échappement, de la recirculation des gaz d'échappement. Il y a des petites fissures, puis on va faire un rappel pour être certain que ça ne devient pas un plus gros problème. C'est les modèles 2014 à 2019. 108 000 rappels du côté de l'Amérique du Nord, donc Canada, États-Unis. V8, V6, on ne sait pas? Non, c'est au niveau des... non, c'est pas spécifié c'est lequel, mais c'est les gaz d'échappement. Fait que je ne sais pas si c'est dans le 6 ou le 8, c'est pas spécifié. Mais c'est l'ancienne génération. Oui, c'est l'ancienne génération. Fait que les rames classiques. Les rames classiques, exactement, pas le nouveau. Bon, bien, c'est ce qui conclut notre émission pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous connaissez un peu plus l'huile et que vous allez faire attention à l'atelier où vous allez aller faire vos entretiens parce que c'est le message qu'on voulait passer cette semaine. Puis la prochaine, ça va être quoi, Antoine? On va parler de frein parce qu'une voiture, ça avance, mais il faut aussi que ça freine. Et là aussi, il faut se méfier. Il y a des pièces de mauvaise qualité. Il y a des gens qui ne savent pas comment installer ça. Puis on veut juste vous indiquer un peu le chemin à prendre pour vous assurer que lorsque viendra le temps de faire un travail de frein, ça soit fait de la bonne façon puis que vous achetiez la bonne pièce. Et plus en sécurité. Voilà, exactement. Merci tout le monde. Salut!